Voilà, on va mettre ça là, comme ça, et c'est bon. Chers aventuriers, bonjour. Alors, on en a marre de faire des quiz Harry Potter qui donnent des résultats aléatoires? On a envie de prendre son destin en main et de choisir sa maison en fonction de sa philosophie et de ses valeurs? Ah, eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais attention, il y a la maison dans laquelle vous voudriez rentrer et la maison dans laquelle vous devriez rentrer. À l'occasion de la sortie du jeu vidéo Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, qui se passe dans le célèbre monde des sorciers de la saga Harry Potter écrite par J.K. Rowling, approfondissons tous ensemble les secrets et valeurs des 4 maisons de Poudlard, la meilleure école de magie au monde. Comment les 4 fondateurs se sont-ils débrouillés pour fonder leur maison? Sur quelle base? Sur quelles valeurs? Et surtout, quel philosophe avaient-ils sur leur table de chevet? Lequel de ces fondateurs sera votre préféré? Courage? Sagesse? Malice ou justice? Il faudra choisir. Cette vidéo est une occasion de mettre la philosophie en aventure grâce au sortilège le plus puissant du monde, l'apprentissage. Oh, c'est une blague de vieux ça. Nous commencerons donc par décrypter le fondateur de chacune des 4 maisons pour dresser une philosophie générale de la maison, pour ensuite orienter vers 2 ou 3 philosophes et ouvrages pour vous aider à remplir votre bibliothèque. Alors, êtes-vous porté plutôt sur le courage, tel un preux chevalier, ou préférez-vous la patience et la stratégie pour avoir toujours un coup d'avance, à moins que vous ne considériez que les règles soient faites pour être transgressées? Ou êtes-vous juste un simple blaireau? Oui, à ce propos, je vous explique en fin de vidéo pourquoi Poufsouffle est certainement la meilleure maison dans laquelle entrer. Et oui, je sais, c'est la maison la moins appréciée, mais vous changerez d'avis, croyez-moi. Allez, c'est parti, on commence par le courage de Gryffondor. Révélio! Courage, bravoure, loyauté et fidélité, la maison Gryffondor est digne des plus grands chevaliers. Mais ne vous méprenez pas, cela demande talent, exigence, discipline et code d'honneur. Cette maison a été fondée par Godric Gryffondor, le plus grand duelliste du Moyen-Âge. Par duelliste, on entend avec la baguette Expelliarmus. Le symbole de cette maison Griffon d'or n'est pas un griffon d'or, mais bel et bien un lion. C'est un lion, rugissant de sa plus belle voix, charismatique, griffes en alerte, il montre la splendeur et l'aura fédératrice de son fondateur. Et celui-ci accepte tout le monde dans sa maison, pour peu qu'il soit courageux et vaillant. C'est un point de discorde avec son fidèle ami Salazar Serpentard qui a fondé la maison Serpentard, mais qui n'accepte que les sorciers de sang pur. Sale bâtard. Les Gryffondor, eux, ne laissent personne dans le besoin. Ils défendent les opprimés, quel qu'en soit le prix, même s'ils n'ont rien demandé. Godric Gryffondor reçut d'ailleurs pour sa bravoure une épée en argent sertie d'un rubis étincelant, créée par le plus renommé des gobelins orfèvres du Moyen-Âge. Je vous rassure, cette épée ne s'appelle pas Excalibur, et c'est à peu près la seule différence avec la légende du roi Arthur. Bref, vous l'avez compris, avec Gryffondor, nous baignons dans l'excellence, le mérite et le pouvoir. Pour l'anecdote, Godric fit cadeau à Poudlard de son chapeau, le Choixpeau magique, une sorte de couvre-chef sensible qui devint rapidement un objet très utile pour répartir équitablement les élèves dans les différentes maisons de l'école. Le Choixpeau magique et l'épée sont connectés l'un à l'autre, permettant à l'épée d'apparaître à l'intérieur du Choixpeau lorsqu'un élève de Gryffondor en détresse se trouve à proximité. Et ils sont souvent en détresse, les élèves de Gryffondor. Et oui, à vouloir secourir tout le monde, ils foncent tête baissée, et ça, c'est une philosophie intéressante. Foncer dans le tas, cela permet aussi de ne pas se laisser vaincre par sa peur. Voilà un point déjà plus philosophiquement intéressant. Pour Socrate, ceux qui philosophent droitement s'exercent à vaincre leur peur. Socrate s'était d'ailleurs donné pour mission de faire naître la sagesse
chez les autres, même s'il n'avait rien demandé. Socrate aurait fait un excellent Gryffondor. Il préparait par ailleurs son esprit et ses disciples à mourir, libérés de toute peur, libres dans la vérité, droits et courageux dans la mort. Et les Gryffondors aiment se lancer à corps perdu dans des combats perdus d'avance. Attention toutefois à ne pas confondre héroïsme et vanité, car c'est bien par la force que Godric Gryffondor est devenu ce qu'il est devenu, mais par son ego qu'il a brisé son amitié avec son vieil ami Salazar Serpentard. La philosophie de Gryffondor repose donc avant tout sur le mérite, la pugnacité, la vaillance à ne pas se laisser engloutir par les obstacles de la vie. Une belle et noble philosophie donc, car tout le monde peut s'y mettre, tout le monde a le droit de devenir quelqu'un. Et bien sûr, cette maison partage de nombreux points communs avec sa maison rivale, la maison Serpentard. L'amour et la haine n'ont parfois qu'une mince frontière. Pour sûr, Godric Gryffondor avait sur sa table de chevet Nietzsche et Voltaire. Tout d'abord, Nietzsche, philosophe allemand d'avant-guerre à qui on a longtemps prêté des idées racistes et communautaristes, notamment à cause de sa sœur qui reprit ses écrits post-mortem en faveur de la race aryenne. Mais il n'en est rien, la philosophie nietzschéenne est surtout méritante. Le philosophe insiste justement sur le fait que tout le monde peut chercher cet idéal qu'il nomme surhomme, même si ce n'est pas facile. Le surhomme est avant tout un concept à atteindre pour devenir meilleur, et pour cela, il est vrai qu'il casse beaucoup les codes sociaux et sociétaux de l'époque et même d'aujourd'hui. Attention, Nietzsche peut vous retourner le cerveau. Nous en avons parlé sur cette chaîne dans la vidéo consacrée à Hegel et son châtiment suprême. Si vous souhaitez découvrir Nietzsche sur ce thème, je vous recommande de commencer par « Ainsi parlait Zarathustra ». Une petite citation. « On paye mal un maître en ne restant toujours que l'élève ». Mais Godric s'est également inspiré des écrits de Voltaire. Le jeune François Arouet, fils de notaire, qui rêvait de vivre de ses écrits, s'est lui-même rebaptisé Voltaire lorsqu'il était enfermé dans la Bastille. Un brin turbulent et obstiné, il a passé sa vie à fréquenter la noblesse et à se hisser à leur côté, complotant parfois avec eux contre le régime en place afin de détrôner un régent pour en asseoir un autre. Un vrai Serpentard, me direz-vous. Et en effet, mais Voltaire n'en restait pas moins qu'un roturier, et cette position dans la société lui a valu de se mettre à dos de nombreux nobles de bonne famille, qui finissaient toujours par gagner grâce à leurs relations et leur noble lignée. Ce qui a poussé Voltaire dans ses idées révolutionnaires. Ce philosophe des Lumières est un révolté, un contestataire qui prône le mérite et l'effort au détriment du sang noble et de son héritage. Pour découvrir ce précurseur de la Révolution française, vous pouvez lire par exemple Zadig ou de la Destinée, un conte philosophique satirique qui vous fera vivre la philosophie par le voyage et l'aventure. Et oui, pour moi, Voltaire est plutôt Serpentard, mais ses livres sont plutôt Gryffondor. Exemple avec cette citation. « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. » Je vous recommande également la série télé Les Aventures du jeune Voltaire, magnifiquement écrite par Henri Hellman et Alain Tasma. Elle met en avant le côté révolté du jeune Voltaire. Cette vidéo est sponsorisée par personne en fait. Mais je remercie LR Cosplay de nous avoir offert cette magnifique baguette sur mesure. Elle est d'excellente qualité. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez appuyer sur le petit pouce bleu. Allez, on passe tout de suite à la maison Serpentard. Lumos Maxima. La maison Serpentard enrôle souvent des élèves ambitieux, malicieux, stratèges, prêts à tout pour accomplir leurs desseins. Dans la saga de J. Caroline, les méchants sont donc bien évidemment à Serpentard, quand les gentils sont à Gryffondor. Mais une vision trop manichéenne ne s'adapte pas à ces deux maisons. Nous avons bien vu dans la première partie de cette vidéo que les Gryffondor ne sont pas tout blancs. Il en est de même pour les Serpentards, ils ne sont pas tout noirs. Lorsque les Gryffondor considèrent que le soleil éclaire le monde, les Serpentards, eux, considèrent qu'ils cachent les étoiles.
Une philosophie inspirée de la Grèce antique sur les questions apolliniennes et dionysaques. On en reparlera plus tard. Salazar Serpentard était un puissant sorcier, malin et roublard, qui ne faisait hélas bénéficier de son enseignement que les descendants des plus nobles lignées. Après son départ à la suite d'un conflit avec Godric Gryffondor, le Choixpeau magique ne conserva qu'une infime trace seulement de sa personnalité en n'envoyant dans sa maison que les élèves ambitieux et rusés. Mais ce n'est pas pour rien que le serpent est l'emblème des Serpentards, considéré comme la plus sage de toutes les créatures. L'enterrement de la baguette magique de Salazar aurait donné naissance à un arbre serpent dont les feuilles seraient dotées de puissantes propriétés médicinales. À mon avis, Salazar Serpentard était un sorcier trop parfait pour la saga. Il lui fallait un défaut et c'est celui de n'accepter que les nobles lignées. Cela en fait un très bon méchant, à la fois attachant et détestable. Le secret d'un bon récit. Pour en savoir plus sur les clés du récit, je vous invite à découvrir le podcast 6e de couverture, le podcast qui aide les auteurs à captiver leur public. Preuve de sa ténacité à aller jusqu'au bout de ses convictions, Salazar Serpentard a conçu la Chambre des Secrets, située dans les souterrains de l'école, pour y élever, à l'insu des 3 autres fondateurs, un serpent géant, destiné à débarrasser l'école des élèves indésirables dès lors qu'un authentique héritier arriverait à trouver la chambre et à commander la créature. Et c'est ce que fit, bien sûr, Voldemort, le grand méchant dans la saga Harry Potter. Donc Salazar était bien un obstiné, prêt à tout pour assumer ses convictions, avec ruse et cachotterie si nécessaire. Croyez-le ou non, en 2020, pour rendre hommage à ce personnage, une nouvelle espèce de serpent découverte en Inde a été nommée Trimeresurus Salazar. Voilà. Il y a des serpentards tout autour de nous. Bien sûr, lorsqu'ils étaient colocataires, Salazar a emprunté à son ami Godric les lectures de Nietzsche, notamment Par-delà le bien et le mal ou encore Généalogie de la morale. 2 ouvrages qui cassent les règles, que dis-je, qui les tordent, les transgressent, les broient et les mettent au feu. Souvent assimilé à tort à la loi du plus fort, Nietzsche a le courage d'affirmer que la morale est une conviction fabriquée de toutes pièces par les faibles, plus nombreux pour destituer les forts de leur véritable pouvoir. Il cherchait à penser au-delà du bien et du mal, puisque finalement ceux-ci ne sont qu'une sorte de convention entre les hommes. Il cherche la vérité au-delà de cet aspect trop manichéen et trop emprunté selon lui à la morale religieuse. Citation. Ce qu'on fait par amour l'est toujours par-delà le bien et le mal. J'ai l'espoir de vous donner envie de découvrir ces 2 ouvrages parce qu'ils nous font réfléchir vraiment différemment sur l'éthique et la morale. Mais assez parlé de Nietzsche dans cette vidéo. Salazar Serpentard a fondé sa maison sur la philosophie de Max Stirner, assurément. Sa philosophie est un réquisitoire contre tout dogme quel qu'il soit. Que ce soit un livre religieux, un texte de loi, l'État ou même la morale elle-même, Max Stirner lutte contre toutes les puissances supérieures auxquelles on aliène l'individu. Stirner invite chacun à s'approprier ce qui est en son pouvoir et à refuser d'obéir à une quelconque morale ou idéal. Un chouïa extrémiste, le garçon. Mais la philosophie, c'est comme l'art, ça permet de secouer un peu les frontières de ce qui est acceptable. Cela nous aide à nous poser les bonnes questions. Oui, les philosophes sont des artistes et vice-versa. Pour Stirner, l'égoïsme n'est absolument pas un mal. Au contraire, c'est le triomphe de l'individu, quand les religions et les idéologies se fondent avant tout sur des superstitions. Ainsi, la religion, le nationalisme, l'étatisme, le libéralisme, le communisme, l'humanisme même, et à certains égards la vérité et la liberté par moments, sont dénoncés comme des superstitions, façonnées de toutes pièces par l'homme. Stirner veut rendre à l'homme sa vraie liberté,
et prôner l'égoïsme total en se plaçant au-dessus de tout. Pour moi, il n'y a rien au-dessus de moi. La liberté ne peut être que toute la liberté. Un morceau de liberté n'est pas la liberté. L'égoïsme, souvent employé péjorativement, est transformé par Stirner en quelque chose d'honorable et de sain dont on n'a pas à avoir honte. Vous retrouverez tout ça dans l'ouvrage L'unique et sa propriété. Bien, passons au plus sage et intelligent de Poudlard, avant que je vous explique en fin de vidéo pourquoi la dernière maison est tout aussi intéressante. La maison Serdaigle a été fondée par Rowena Serdaigle, l'ingénieuse du groupe, favorisant la créativité, l'intelligence, la patience et la sagesse. La maison Serdaigle récompense les grands esprits. C'est Rowena elle-même qui aurait conçu les pièces changeantes et les escaliers mouvants de Poudlard, l'école d'Harry Potter. Le jeu vidéo se déroule d'ailleurs dans l'école et aux alentours. Nous avons donc hâte de voir le travail des ingénieux Serdaigle. Quand Godric Gryffondor était proche de Salazar Serpentard, notre fondatrice Rowena Serdaigle était amie avec Helga Poufsouffle, la fondatrice de la dernière maison que nous explorerons. Oui, c'est une habitude pour Poufsouffle d'être dernier. Rowena Serdaigle réservait son enseignement aux jeunes sorciers qui montraient des dons extraordinaires pour la magie. Si vous êtes curieux de tout, que vous avez soif d'apprendre, et que cela vous coupe parfois un peu des autres et du reste du monde, vous avez votre place dans la maison Serdaigle. Parfois marginaux, solitaires et excentriques, les élèves de Serdaigle sont fidèles à l'emblème de leur maison. Un aigle en français, Serdaigle, mais un corbeau en anglais, Ravenclaw. Clairement, les mystères associés au corbeau sont donnés gagnants. Dans tous les cas, un oiseau mystérieux, intelligent, solitaire, qui vole haut, très haut et surtout plus haut que les autres. Mais attention, car la sagesse ne s'ouvre qu'à ceux capables de se remettre en question et réinterroger leurs certitudes. Un tantinet élitiste cette maison. D'ailleurs, si vous ne résolvez pas la devinette posée à l'entrée, vous ne rentrez pas. Pour cette maison de l'excellence, nous avons au moins 3 philosophes qui pourraient intéresser les jeunes sorciers qui nous écoutent, dont un particulièrement étrange. Tout d'abord, l'évidence même, la posture du roi philosophe ou du philosophe roi de Platon. Il serait difficile de résumer la philosophie platonicienne en quelques phrases tant elle est colossale, ceci en partie dû à l'écriture très prolifique de Platon. Disciple de Socrate, qui n'enseignait lui qu'à l'oral, Platon s'est mis à écrire et encore écrire, ce qui a permis à sa pensée d'arriver en masse jusqu'à nous. Mais Platon ne s'est pas arrêté là, il a ouvert une académie pour enseigner la philosophie aux élèves les plus prometteurs, tel un vrai Serdaigle. J'ai arrêté de sous-estimer Platon quand j'ai compris qu'il avait inventé le concept que nous devons passer cette vie sur Terre à préparer l'âme pour la vie d'après, qu'il appelle le monde intelligible, le monde des idées parfaites. Et c'était 400 ans avant Jésus-Christ. C'est un concept qui est devenu très populaire. Platon épouse une conception très aristocratique de la politique, la démocratie permettant aux médiocres d'arriver au pouvoir quand bien même ils ne connaissent rien de la manière de diriger les hommes ou une cité et n'ont aucune idée de la justice et du bien. Le pouvoir ne doit donc arriver qu'entre les mains d'une personne sage. Citation. Tant que les philosophes ne seront pas les rois dans les cités, ou que ceux qu'on appelle aujourd'hui rois et souverains ne seront pas vraiment et sérieusement philosophes, tant que la puissance politique et la philosophie ne se rencontreront pas dans le même sujet, tant que les nombreuses natures qui poursuivent actuellement l'un ou l'autre de ces buts de façon exclusive ne seront pas mises dans l'impossibilité d'agir ainsi, il n'y aura pas de cesse, mon cher Glaucon, aux mots des cités, ni, ce me semble, à ceux du genre humain, et jamais la cité que nous avons décrite tantôt ne sera réalisée autant qu'elle peut l'être et ne verra la lumière du jour. Voilà ce que j'hésitais depuis longtemps à dire, prévoyant combien ces paroles heurteraient l'opinion commune. Ah,
je vous avais prévenu, il parle beaucoup celui-là. Pour découvrir ce concept de philosophe roi, il faudra vous tourner vers La République de Platon. Mais je vous préviens, c'est un ouvrage très politique. Platon n'est pas le seul philosophe à avoir influencé Rowena Serdaigle. Nous pouvons compter également Emmanuel Kant. Fier de rédiger des livres de philosophie que seuls les philosophes experts peuvent déchiffrer, Kant est à cheval entre le génie et l'intelligence d'un Serdaigle et le travail acharné d'un Poufsouffle. Quand certains sorciers s'évertueront à apprendre à faire une potion ou à lancer un sortilège, les Serdaigles se demanderont ce que nous pouvons réellement apprendre et comment, à l'instar d'Emmanuel Kant. Que puis-je savoir et que dois-je faire sont les principales questions auxquelles Kant tente de répondre, aussi bien dans le domaine de la morale et du droit que de la politique. Pour partager avec vous un extrait de la philosophie kantienne, voici son principal impératif catégorique, c'est-à-dire une action qui doit s'exercer par elle-même sans qu'un contexte ne soit requis. C'est comme ça et puis c'est tout. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Oui, ça paraît pas très clair comme ça, mais je vous avais prévenu, avec Kant, c'est jamais facile. Mais ici, cela veut dire tout simplement que chacune de nos actions doivent être pensées comme pouvant être universelles. Si par exemple je souhaite jeter un papier dans la rue, je m'imagine une loi universelle, je m'imagine tout le monde jeter des papiers dans la rue, j'imagine les conséquences et étant vertueux, je vais finalement jeter mon papier dans la poubelle. Il semble toutefois préférable de commencer par Les fondements de la métaphysique des mœurs, qui est à la fois son ouvrage le moins illisible et celui où on comprend le mieux où il veut en venir. Allez, pour finir sur la maison Serdaigle, que diriez-vous de lire le journal intime d'un empereur romain? Eh oui, c'est possible. Marc Aurèle est un empereur romain éduqué à la philosophie stoïcienne. Je ne la développerai pas pour ne pas alourdir cette vidéo, mais elle consiste à rester maître de ses émotions. Je suis convaincu qu'elle convient parfaitement aux élèves Serdaigle. Une anecdote résume très bien cette philosophie. Platon tord la jambe d'Épictète, un ancien esclave affranchi et philosophe stoïcien. Ce dernier prévient Platon. Si tu continues, elle va se rompre. Mais Platon persévère et la jambe d'Épictète casse. Celui-ci poursuit. Tu vois, je t'avais prévenu. Retrouvez les pensées de Marc Aurèle, l'ouvrage le moins cher sans aucun doute de tous ceux que je vous recommande aujourd'hui. Je l'ai trouvé à 2,09 €. La philosophie, c'est pas cher du tout. Allez, vous êtes encore là après tout ce temps. Chapeau! Cette vidéo m'a demandé 23 heures de travail, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Allez, découvrons enfin la dernière maison, la plus sous-estimée des 4. Et pourtant, c'est bien elle que je choisirai dans le prochain jeu Harry Potter Hogwarts Legacy. Et voici pourquoi. Helga Poufsouffle était une sorcière loyale, honnête et travailleuse et appréciait ces mêmes qualités chez ses élèves. Elle s'intéressait particulièrement à ceux et celles qui avaient le goût du travail acharné. Si, comme moi, vous n'avez pas de talent particulier, il ne vous reste plus qu'à bosser dur. Helga Poufsouffle était réputée pour ses talents en sortilège. Elle utilisait également ses aptitudes en cuisine, une de ses passions, et créait de splendides fêtes très appréciées de tous. C'est à cette fondatrice que Poudlard doit la générosité et la convivialité de ses traditionnels banquets. Heureusement qu'ils sont là. Bon, mais comparé au lion, au serpent et au corbeau, pourquoi un blaireau? Pourquoi avoir fait ça? Parce qu'un blaireau est, d'après l'autrice, sait faire profil bas, ou se défendre comme il le faut quand il le faut. Les élèves de Poufsouffle sont considérés comme humbles et dignes de confiance. Mais ne les sous-estimez pas, ils sont brillants par leur coopération et leur travail assidu. Helga Poufsouffle valorisait les élèves les plus justes et loyaux. Selon le Choixpeau magique, Poufsouffle aurait juré d'enseigner l'équité, refusant de juger certains élèves comme meilleurs ou plus mauvais que d'autres.
et accueillant avec joie ceux qui n'étaient choisis par aucune des 3 autres maisons. Et oui, c'est la maison par défaut si tu n'es pas pris dans les 3 autres, d'où la mauvaise réputation. Mais franchement, Poudlard c'est la meilleure école de magie, déjà de base. Si je devais passer 5 ans à Poudlard, franchement, je choisirais de les passer à Maison Poufsouffle. Ça a l'air cool et convivial, studieux, certes, mais bienveillant et tranquille. Pour enseigner l'équité, quoi de mieux que le livre de John Rawls, Théorie de la justice, dans lequel il tente de préciser les obligations de l'État pour une meilleure justice sociale. Pour ce philosophe du XXe siècle, la liberté ne peut être limitée qu'au nom de la liberté elle-même. Nous sommes donc dans la distinction de la liberté réelle et de la liberté formelle. Si j'ai la liberté formelle de voyager tout autour du monde grâce à un super passeport par exemple, puis-je réellement user de cette liberté si je n'ai pas l'argent nécessaire pour voyager? Il semblerait que non. Ma liberté formelle est limitée par mon porte-monnaie. C'est ce que précise la liberté réelle. Pour John Rawls, la liberté formelle est une bonne idée pour créer une véritable démocratie, mais elle oublie les aspects concrets de la vie. Elle proclame la liberté d'expression, mais ne se soucie pas du monopole de la presse, par exemple. Elle garantit le droit de propriété sans dénoncer pour autant l'exploitation que permet parfois cette dernière. Elle affirme l'égalité, mais n'en donne pas les moyens. Il est clair qu'Helga Poufsouffle avait du John Rawls sur sa table de chevet pour réfléchir à tout ça. L'ouvrage s'appelle Théorie de la justice, si ce sujet vous intéresse. Mais je vous préviens aussi qu'il peut parfois faire mal à la tête. Citation. Les inégalités économiques et sociales doivent être telles qu'elles soient 1. Au plus grand bénéfice des plus désavantagés et 2. Attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, conformément au principe de la juste égalité des chances. Au-delà de l'aspect justice et travail, vous avez pu remarquer que la maison Poufsouffle est la seule des 4 maisons à ne pas viser l'excellence suprême. Les Gryffondors sont des chevaliers fantastiques, les Serpentards des personnalités ambitieuses, et les Serres d'Aigle volent au-dessus de tout le monde. Mais chez les Poufsouffle, on se contente d'aimer la vie. Une pensée vraisemblablement empruntée à Michel de Montaigne, philosophe français du XVe siècle à qui je souhaitais rendre hommage. La vraie sagesse, c'est d'aimer la vie telle qu'elle est, heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier. Une petite citation. La plus constante marque de la sagesse, c'est une constante réjouissance. Finalement, peut-être qu'à Poudlard, les élèves dont on se moque sont les plus sages. Michel de Montaigne est un philosophe qui n'est à l'époque pas reconnu par ses pairs. Il écrit comme il parle, il philosophe sur la vie, l'amour, la vieillesse, le mariage, l'amitié. Ce ne sont pas des sujets assez philosophiques pour l'époque. En plus, il se place souvent en contradiction. Par exemple, il est le premier à considérer que les esclaves indigènes, souvent cannibales, ne sont pas si sauvages. Ils sont peut-être juste d'une culture différente. Un homme très sage qui avait de l'avance sur son époque et à qui je consacrerai ma prochaine vidéo. Sa vie en vaut le détour. Donc, pour ne pas la rater, abonnez-vous. Waouh, eh bien merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'aimerais pas être celui qui se farcira le montage. Ah mais c'est moi. Si vous êtes encore là, commentez travail acharné pour rendre hommage au Poufsouffle. Merci encore du fond du cœur pour votre soutien. Et vous avez vu? J'ai un pull trop cool. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo qui parlera de Montaigne et surtout la suivante dans laquelle on se posera une question existentielle et primordiale. Un dresseur Pokémon peut-il être vegan ?